Bonjour, aujourd'hui on va explorer un peu les coulisses de la fraude en entreprise. On s'appuie sur un guide pratique destiné aux professionnels. Oui, un guide qui essaye de décortiquer comment ça marche, la fraude, comment on la prévient, comment on la détecte aussi. Exactement. L'idée c'est de voir ensemble ce qui est essentiel à retenir. Sur la nature de la fraude, comment elle est découverte, et c'est parfois surprenant, et puis ce qui fait la spécificité des investigations. D'ailleurs, il y a un chiffre assez parlant pour commencer, non? Ah oui, une étude de PwC de 2007, qui est citée dans nos sources, elle dit que 41% des fraudes, ouais, elles sont découvertes par hasard. Carrément. C'est ça. Et ça pose question sur l'efficacité des contrôles habituels, hein. Une autre étude, celle de l'ACFE de 2008, ajoute même que 43% viennent de dénonciations. Donc, plus de 80% qui échappent au système classique, en gros. En quelque sorte, oui. L'audit externe, le classique, lui, il détecterait seulement 10% des cas. Ça montre bien que la fraude, c'est être discrète. Bon, alors pour qu'on soit bien clair, dès le début, c'est quoi la vraie différence entre, disons, une gestion un peu créative des comptes et la fraude pure et dure? Alors, la ligne rouge, c'est vraiment l'intention. L'intention de tromper, de violer les règles sciemment. La comptabilité créative, elle va jouer avec les règles, les options, les flous, mais elle reste en principe légale. D'accord. La fraude comptable, par contre, c'est une manipulation, délibérée, pour montrer une image fausse de la réalité. Et il y a plusieurs types, si j'ai bien suivi nos lectures? Oui, on peut dire trois grandes familles, en gros. La fraude comptable elle-même, donc pour tromper sur les résultats, la santé financière, c'est souvent la plus chère. La CFE parlait d'un coût médian de 2 millions de dollars à l'époque, Ah oui, quand même. parce qu'elle peut cacher des problèmes très graves très longtemps. Ensuite, tu as le détournement d'actifs. Ça, c'est le vol de stock, les notes de frais gonflées, ce genre de choses. Plus fréquent, j'imagine. Beaucoup plus fréquent, oui. Presque 90% des cas selon la CFE. Mais le coût médian est plus bas, autour de 150 000 dollars. Et enfin, la corruption. Pot de vin, conflit d'intérêts, voilà. Et l'histoire de François, là, dans l'avant-propos du bide, elles illustrent bien comment ça peut déraper, cette histoire. Ça commence petit, avec une demande de lisser les chiffres. Exactement. C'est un cas d'école, ça. Ça montre parfaitement ce que Donald Crécy appelait le triangle de la fraude. Le triangle. Pression, opportunité, rationalisation. François, il a une pression énorme de sa hiérarchie, le fameux no slippage, pas de dérapage sur les objectifs. Mhm. Il voit une opportunité, parce que son poste le lui permet de manipuler un peu les chiffres, au début juste un peu, et puis il rationalise. Il se disait pas si grave. Voilà, c'est juste pour lisser, tout le monde fait ça, c'est la direction qui demande, et ce qui commence petit, ça devient une machine infernale. Factures fictives, montage complexe, et ça finit par embarquer plein de monde. C'est la fameuse pente glissante. Et donc, quand on soupçonne un truc pareil, on ne fait plus un audit classique, on passe à l'investigation. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ah, mais ça change tout. L'objectif change, la méthode, l'état d'esprit même. L'audit, c'est régulier. C'est une assurance raisonnable sur les comptes dans l'ensemble. D'accord. L'investigation, elle part d'un soupçon précis. Une alerte. Elle est ciblée. Le but, c'est de confirmer ou d'infirmer la fraude. De comprendre comment ça marche, qui a fait quoi, quel est le préjudice. On cherche des preuves, en fait. Exactement. On n'est plus dans l'assurance, mais dans la recherche de preuves. Et ça peut être conflictuel, bien sûr. La méthodologie est très spécifique. Et ça utilise des outils particuliers. On parle de data mining dans les sources. C'est quoi appliqué à la fraude? Le data mining, euh, l'exploration de données, quoi. C'est utiliser des logiciels pour analyser des masses énormes de données, de transactions, pour y trouver des trucs bizarres, des anomalies qu'on verrait jamais à l'œil nu. Comme la loi de Benford, j'ai vu ça mentionné. Oui, c'est un exemple classique, hein. La loi de Benford, elle dit simplement que dans beaucoup de séries de chiffres naturels, les cours de bourse, les populations des villes, mais aussi les transactions comptables, le chiffre 1, il apparaît en premier beaucoup plus souvent que les autres. Plus que le 2, le 3, etc. Beaucoup plus. Environ 30% du temps pour le 1, alors que le 9, c'est moins de 5%. Donc si on analyse par exemple des milliers de factures fournisseurs et qu'on voit une proportion anormale de 8 ou de 9 comme premier chiffre, Ça peut être suspect. ça peut être un indice, oui, que les chiffres ont été inventés, qui suivent pas cette loi naturelle. C'est un outil pour identifier des zones à risque, quoi. Un parmi d'autres. Fascinant. Et après, il y a les entretiens. Les fameux entretiens contradictoires. Ça doit être tendu. Confronter les faits aux explications des gens. C'est ça, confronter les éléments matériels qu'on a trouvés avec ce que les personnes impliquées vont dire. Il y a un autre chiffre qui m'a frappé, tiré de l'étude PwC de 2007. Encore,
86% des fraudes impliqueraient un membre de la direction. Ça casse un peu l'image de l'employé de base qui pique dans la caisse. Ah, complètement. Et c'est un point absolument crucial. Les dirigeants, ils ont souvent le pouvoir, l'autorité et la connaissance des systèmes pour contourner les contrôles. Même des contrôles qui ont l'air solides. Donc la fraude par le haut, c'est un risque majeur. Un risque majeur, oui. Parce qu'elle peut être plus organisée, plus systémique et avoir des conséquences absolument dévastatrices. Ça montre que la vigilance, elle doit être partout, à tous les niveaux. Donc, comprendre tout ça, comment ça démarre? Comment on enquête? Où sont les vrais dangers? C'est pas juste une affaire de comptable ou d'auditeur, finalement. Savoir repérer les petits signaux, même sans être un expert, c'est important pour tout le monde en fait. Managers, collaborateurs. Ok, donc pour résumer très vite, la fraude en entreprise, c'est complexe, ça commence souvent doucement avant d'exploser, ça peut coûter une fortune, et l'investigation, c'est vraiment un métier à part, très différent de l'audit. Tout à fait. Et peut-être une dernière chose pour réfléchir un peu. Au-delà des pertes financières, qui sont parfois énormes, c'est quoi l'impact le plus profond, le plus durable d'une fraude quand elle éclate au grand jour? La réputation, j'imagine. La réputation, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, la confiance. À l'intérieur de l'entreprise, entre collègues, envers la direction, et puis la confiance des clients, des fournisseurs, des marchés. Reconstruire ça, cette confiance brisée, ça prend un temps fou, souvent bien plus que de combler le trou financier.